j'ai besoin de vous déjà pour qu'on comprenne ce que ça veut dire un récit collectif. Vous qui êtes écrivain, historien, scénariste, c'est quoi en fait un bon récit ? Alors déjà, qu'est-ce qu'un récit ? Un récit, c'est la rencontre du langage, de l'espace et du temps. Un récit pourrait se mimer, donc le langage, il faut l'entendre de façon très large, mais c'est vrai qu'en général, c'est avec des mots, dans une langue articulée. Alors c'est une œuvre. C'est une œuvre humaine. Il n'y a pas de récit comme ça brut dans la nature, c'est quelque chose que l'on construit. Mais c'est une œuvre très particulière parce que beaucoup d'œuvres humaines sont en dehors de l'espace ou en dehors du temps. Elles sont abstraites. Une œuvre philosophique, ça n'est pas un récit en général, sauf si c'est une parabole, genre un petit peu particulier. Un récit, ça a à voir avec l'espace et le temps, c'est-à-dire que ça a un début, un déroulement, éventuellement une fin, ou alors si on est malin, si on est un bon narrateur, il y a des rebondissements, il y a des fausses fins, et puis le récit repart, le récit reprend. C'est comme ça qu'on a inventé la série, par exemple. C'est ça un récit. Qu'est-ce que c'est qu'un bon récit ? Un récit fédérateur. Alors là, c'est plus subjectif, évidemment. Très subjectivement, je dirais un bon récit, c'est un récit durant lequel je ne m'ennuie pas. Je ne me vois pas le temps passer. Je suis captivé par le récit. Et captivé, il faut l'entendre au sens strict, au sens littéral. C'est qu'en fait, je m'identifie. Je ne me rends même pas compte qu'il y a un récit parce que moi-même, en tant qu'auditeur, en tant que spectateur, je me projette soit dans ce récit, soit dans un personnage, dans un élément de ce récit. Mais Bruno, l'exercice du récit collectif, c'est pas évident comme... C'est très difficile. Alors vous savez qu'en France, on a un vieux débat, quand on ne sait pas quoi dire, on le ressort régulièrement, faut-il ou non un roman national ? Ça, c'est un débat que je voudrais esquiver, pas par lâcheté, mais parce qu'à mon avis, il est mal posé. Quand on parle de roman national, on évoque quelque chose qui est ambigu, parce que quand on dit roman, on pense à une fiction, et donc un roman national, c'est forcément quelque chose qui serait trafiqué. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un roman national, mais on n'a pas plus besoin d'un roman anti-national ou d'un roman anti-français dans lequel les Français seraient toujours les méchants, seraient toujours des ratés, seraient toujours dans leur tort. Je pense qu'on a besoin d'un vrai récit fédérateur et un récit dans lequel on puisse s'identifier. Pas à tout le monde, mais qu'on puisse s'identifier à des personnages. En fait, je crois que nous avons besoin de héros. Alors, pas des héros tels que les mettent en scène les propagandes d'États totalitaires, non. Des personnages, et il y en a dans notre histoire, des écrivains, des hommes politiques, des grands navigateurs, puisque j'étais dans l'atelier sur la mer, des personnages qui ont fait des choses extraordinaires. On cherche des héros du quotidien, tout ça pourquoi ? Avoir eu une appartenance à une communauté, c'est ça qui est fort ? Je crois que personne ne se construit tout seul dans son coin. Les expériences qui ont été faites d'enfants dans la jungle n'ont pas été extraordinaires. Nous avons besoin des autres pour nous construire. Et à partir de là, eh bien, il nous faut des modèles. Il nous faut des modèles qui suscitent notre sympathie ou notre antipathie. Et je crois que tous, enfants, nous avons admiré aussi bien des personnages historiques, des personnages fictifs, des personnages de notre entourage, de notre famille, des gens à qui on avait envie de ressembler, d'autres pas. Et l'art de quelqu'un qui crée un récit, eh bien, c'est de créer ce type de personnages qui vont susciter ou non l'empathie. Bruno, je fais un pari. Je suis sûre que des personnalités inspirantes, vous en trouverez ce soir. Croyez-moi sur parole. Je vous crois. Saran, vous avez participé aux ateliers de cet après-midi. Finalement, vous avez fait l'atelier sur l'industrie, hein, c'est ça ? Finalement, en tant que designer, vous aurez pu participer à l'industrie aussi sur le beau. Peut-être qu'on en reparlera, tiens, d'ailleurs, ensemble. Alors, côté industrie, on dit toujours que c'est la cata en France, ça va pas du tout, hein, que l'industrie ici, elle n'est pas du tout compétitive. Comment on fait pour justement rebooster un petit peu le moral des troupes, si j'ose dire, à la lumière peut-être de ce que vous vivez, vous, au quotidien dans le monde de l'industrie ? Comment on pourrait redonner envie de croire à l'industrie française dans sa globalité ? Alors, effectivement, c'était très intéressant ce que nous avons fait comme exercice de design fiction tout à l'heure, puisque nous étions animés par des expertes des méthodologies de dynamique de groupe et qui avaient pour objectif de nous amener à créer un récit mobilisateur dont l'objectif est quelque part de raconter une utopie et non pas une dystopie comme on en voit beaucoup dans les séries américaines notamment. On a utilisé plusieurs fois la référence à Black Mirror et on s'est mis justement sur un contre-pied en proposant quelque chose de l'ordre d'un Bright Mirror, quelque chose qui soit un peu plus positif. Et ce qui est intéressant dans tous les échanges qu'on a eus avec les différentes personnalités qui étaient invitées, c'est que c'est poser la question de l'imaginaire. Parce que le récit, c'est du texte,
c'est de l'oralité. L'imaginaire, c'est aussi du visuel. Ça mobilise peut-être d'autres sens qui sont également porteurs de religion, de croyances, de mythes, de rites, de signes, et qui n'ont pas forcément toujours besoin de récits pour être partagés. Et on était à la fois dans l'excitation de cet exercice qui consistait à réinventer l'industrie, la réenchanter pour la donner à comprendre de manière positive, peut-être aux nouvelles générations, car on se projetait à l'horizon 2050, hein, c'est quand même dans 30 ans, donc on a le droit aussi d'aller chercher peut-être des références qui n'existent pas aujourd'hui. Et en même temps, on était dans cette frustration de ne pas aller jusqu'à la formalisation. Dans ce groupe, il y avait également des personnalités philosophes comme Pierre Musso, ou designers comme Dominique Siama ou Anna Sensio, et donc on était aussi dans la recherche de sens pour la société, parce que l'industrie, c'est la société. En fait. C'est un collectif qui a un projet et qui doit faire société. Il faudrait faire plus travailler notre imaginaire aujourd'hui pour développer l'industrie, c'est ça, si je vous suis ? Pour développer en tout cas redorer son blason. Des croyances. Alors redorer son blason, non, c'est pas forcément comme ça je le voyais, ça c'est le côté obscur de la force, mais plutôt pour développer des imaginaires, des croyances qui donnent envie de faire exister cela, qui donnent envie de formaliser cette croyance. Voilà. L'industrie est aussi vectrice de sens, et à ce titre, peut-être considérée comme une religion en tant que telle, puisqu'elle fait société, elle rassemble des gens autour d'un projet, qui peut être un projet de produit, de service, d'espace, que sais-je. Frédéric, la France, c'est le nous, c'est la force du collectif, l'importance du collectif. Vous, ça vous parle, vous, forcément ? Oui, bonsoir. Ce que je dis là. Disons que oui, un service comme BlaBlaCar ne pourrait pas exister sans le nous. Et oui. Puisque effectivement, il s'agit de s'entraider entre justement les conducteurs avec des places vides et les passagers qui font les trajets correspondants. Donc effectivement, non seulement le service lui-même est basé sur de l'entraide, mais en plus on voit que ça développe des aspects sociaux très intéressants du fait que ça amène des conversations. Là où il n'y en avait pas forcément avant, dans les voitures où les gens sont tout seuls, il y a moins de conversations forcément que dans les voitures dans lesquelles il y a plusieurs personnes. Et donc on voit notamment que tous nos membres, alors aujourd'hui c'est 16 millions de Français et 85 millions de personnes dans le monde, hein, puisqu'on est dans 22 pays. Ce que nous disent les membres, c'est qu'on a plus de 87% des membres de covoiturage qui disent qu'ils ont eu des expériences enrichissantes en covoiturage. Et 76% qui disent j'ai l'impression de me sentir utile. Donc là c'est vraiment la notion d'entraide, hein, de rendre service à son prochain. Et on a même une autre statistique assez marrante qui est que 21% des gens qui ont fait du covoiturage ont dit des choses à leurs covoitureurs qu'ils n'ont jamais dites à personne d'autre. C'est un confessionnal un peu, c'est dingue ça. Pas besoin d'aller chez le psy en fait. Voilà, donc on se dit, tiens, c'est un psy national en fait, notre J'ai pas pensé à faire plateforme. ça la dernière fois. Et parce qu'en fait, il y a dans le covoiturage et surtout quand on conduit, on retrouve d'ailleurs des similarités de posture avec une séance chez le psy. Parce que on regarde la route, les gens ne se regardent pas. Quand les gens se regardent, en fait, ça peut créer une autre forme de communication, mais ça en coupe une autre aussi. Quand on ne se regarde pas, on peut dire des choses différentes. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, chez le psy, carrément, les gens peuvent se retrouver sur le canapé rouge et puis ne pas regarder la personne, et du coup, se libèrent plus. Donc voilà, il y a des petits secrets qui se baladent comme ça sur BlaBlaCar, quand même une personne sur 5. Donc si vous voulez apprendre des choses que personne d'autre ne connaît, il faut prendre. Voilà, faut prendre un BlaBlaCar. Bruno, je voulais qu'on revienne sur l'atelier sur la mer. La France, c'est la mer. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, de particulier dans cet atelier, sans détailler forcément tout ce qui s'est dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui a émergé ? Émerger, c'est le terme. Et c'est la France qui a émergé justement parce que la France, c'est une immense puissance maritime. Et tous ceux qui étaient évidemment réunis dans cet atelier le savaient confusément, on l'a réaffirmé. Je pense qu'ici, chacun sait maintenant, parce que c'est un thème qui est devenu fort depuis quelques années seulement. La France, c'est le deuxième domaine maritime mondial. Quand j'étais petit à l'école, on me disait que la France, c'était 550 000 km², parce qu'en fait, c'est la superficie de la métropole. Mais si on compte aussi l'outre-mer, les eaux territoriales, les zones économiques exclusives, la France, c'est près de 12 millions de km². Donc la France, c'est plus grand que la Chine. Et seulement 5% du territoire français est en Europe. À partir de là, on change complètement de perspective. Le vrai enjeu de l'atelier, c'est comment faire savoir cela au pays, comment en parler dans un pays qui a une tradition terrienne extrêmement forte et où la mer, en fait,
fait peur. Demander aux Français de choisir entre la terre et la mer, je pense que 80% d'entre eux se diront que la terre c'est du sûr, alors que la mer c'est dangereux, on peut y couler, en plus c'est pollué, en plus il y a des migrants sur des bateaux, enfin bon, pour plein de raisons on a un petit peu peur de la mer aujourd'hui. Comment rendre la mer attractive et comment faire prendre conscience que notre avenir s'y joue? Une tentative peut-être c'est de se dire que finalement la France c'est pas ce qu'on croit, la France c'est un archipel. Tant qu'on opposera la terre à la mer, on ne comprendra rien à rien. Il y a des peuples dans le monde, les Japonais, les Malais, les Indonésiens, qui ont un même mot pour désigner le territoire, qu'il soit maritime ou terrestre. Et il faut qu'à travers le mot archipel ou un autre mot à forger, on réussisse à faire passer cette idée-là que la France, c'est un territoire à la fois terrestre et maritime, indissociablement. Je pense que ça va faire écho à nos interventions suivantes. Sarah, je voudrais qu'on fasse référence à l'atelier sur le beau, la France et le beau. Donc, en tant que designer, vous n'y étiez pas directement, mais vous auriez pu, je le disais, y assister. Lorsque Philippe Starck est venu ici, on parlait justement du design et de l'importance du design français. Et on se disait que finalement, la façon d'exporter la France partout dans le monde passait entre autres par le design. Est-ce qu'il y a un savoir-faire français, selon vous, dans ce domaine-là? Alors, c'est étonnant que vous me posiez cette question parce qu'on se l'est posée pas plus tard qu'à la dernière Assemblée nationale de l'APCI, l'Association de promotion de la création industrielle, qui rassemblait donc des personnalités du design, des institutions, des écoles. Et on se posait cette question-là à l'aune d'un prix qui s'appelle l'Observateur du design et qui, chaque année, à la Cité des Sciences, pour les derniers en tout cas, remet des prix de design de qualité française. Et donc on se disait qu'avec tout le corpus de prix qui a été donné à des produits, à des services, à des espaces, on devrait pouvoir mener une analyse, une étude en profondeur pour identifier quels sont les dénominateurs communs. Est-ce qu'on peut arriver à voir à travers peut-être le filtre de la France, la French Touch de tous ces produits, ces services? Donc j'ai pas la réponse, désolée, j'ai pas la réponse, j'ai pas de scoop. En revanche, ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand on est designer et qu'on a l'occasion de travailler dans différentes entreprises, comme ça a été mon cas, ou dans différents pays, quelque part, on attend de nous d'être un designer à la française. Et j'entends par là un designer qui a une sensibilité particulière à la notion de concept, à l'irrévérence aussi, à la morale. On a quelque chose de ça en France. Et aussi un enclin pour les choses de l'ordre de l'émotion, de l'amour en fait. Et donc on attend aussi de nous qu'on aille jusqu'à designer des objets qui créent des addictions, qui créent des sentiments amoureux et qui attirent en fait. On attend ça de nous. Frédéric, vous voyagez beaucoup dans le monde entier. Comment sommes-nous perçus, nous, à l'étranger? Enfin, quand je dis nous, des gens comme vous, qui investissent, qui créent, qui avancent pour le collectif. D'ailleurs, je vais juste préciser une chose, je voyage beaucoup moins depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est bien. Notamment pour des raisons justement d'environnement, enfin de changement climatique, où je pense que je ne suis pas le seul. On commence à être plusieurs à se dire que c'est pas la peine de prendre l'avion quand on peut faire sinon, comment un vidéo call. Voilà, donc, comment sommes-nous perçus? On est perçus... alors, si je parle du monde du digital, qui est celui dans lequel j'évolue beaucoup, il faut quand même se rendre compte d'une chose. Sur les 20 premières sociétés géants technologiques mondiaux, il y en a 11 qui sont américains et 9 qui sont chinois. C'est à peu près simple, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une européenne, et encore moins française. Après, si on prend d'autres classifications digitales, donc en regardant ce qu'on appelle aujourd'hui les licornes, c'est-à-dire des sociétés valorisées plus d'1 milliard de dollars et qui sont très récentes et qui sont généralement basées dans le digital. Il y a 165 licornes américaines, 95 chinoises, 30 européennes et, suivant les matins, suivant les journaux, entre 4 et 7 françaises. Voilà, je faisais le parallèle avec un match de tennis. 165 à 30, c'est 6-1. Et 165 à 5, c'est 6-0. Et c'est 6-0 avec 15 points marqués sur une faute de l'adversaire, parce qu'en plus, quand on regarde bien les business qu'on a créés nous, c'est souvent sur des créneaux sur lesquels les Américains ne sont pas. Donc, faut quand même déjà resituer ça en perspective. Donc, on est perçu comme effectivement avec des valeurs de luxe, de design, d'amour, de tout ce que l'on veut, de tradition, de terroir, de tout ça, du vin, du fromage. Mais en termes de digital, on n'est quand même pas sur la scène. Enfin, il y a plein de choses à faire encore. On en rigole, mais c'est un drame pour les 20 ans qui viennent, parce que en termes de souveraineté nationale,
si on n'est pas capable d'aller très fortement vers le digital va venir vers nous et on aura le choix entre donner nos data aux Américains ou aux Chinois. Et c'est à peu près tout. Donc c'est un grand enjeu et donc on évolue beaucoup sur le système digital. Après, en termes d'ouverture, en termes de politiques qui vont dans le bon sens, je pense que l'arrivée du président Macron a fait beaucoup de bien en termes de perception parce que ça rajeunit quelque part l'image de la vieille Europe et de la vieille France. Mais on a beaucoup de travail. Je voudrais laisser le mot de la fin à Bruno, parce que est-ce que la tradition française, c'est d'avoir un petit peu de folie, un petit peu d'humour, de surréalisme, vous qui représentez ici la pataphysique, qui est cette science fictive des solutions imaginaires. Est-ce qu'il ne nous faut pas un petit grain de folie quand même ? On en a absolument besoin, mais alors tout dépend, ne confondons pas. Le surréalisme, c'est la valorisation de la folie, de la spontanéité absolue, du déchaînement un peu chamanique. Les pataphysiciens, nous sommes un petit peu différents. Nous avons, je pense, je l'espère, un peu d'humour, mais c'est un humour un peu plus froid, un peu plus distant. Vous l'avez dit, la pataphysique est la science des solutions imaginaires, c'est-à-dire qu'un pataphysicien va toujours chercher à rendre compte des exceptions, comme quelque chose de logique, par exemple. La démarche pataphysicienne par excellence, c'est de traiter très légèrement un sujet sérieux et traiter avec beaucoup de sérieux un sujet léger. Nous pouvons tenir très longtemps sur la manière de découper des tranches de saucisson, par exemple. Vous voyez, ou ce genre de choses-là. Et finalement, c'est assez salutaire comme exercice parce que ça oblige à prendre une distance avec tout, à douter de tout. Et c'est comme ça qu'en fait, la pataphysique est l'héritière de Descartes. Il n'y a pas plus français, finalement, que le doute cartésien. Ah, je savais que vous alliez très bien boucler cette première partie. Merci.